Bienvenue sur Vox Live, votre émission de décryptage de l'actualité africaine. Souvenez-vous, avant le 15 janvier 2024, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, comptait 15 États. Mais face au coup d'État survenu au Mali, au Burkina Faso et au Niger et leur suspension dans l'organisation ouest-africaine, les trois pays se sont retirés et ensemble, ils ont créé l'Alliance des États du Sahel, un divorce consommé qui ne passe pas auprès de la CEDEAO. L'organisation ouest-africaine tente de rétablir un ordre constitutionnel en encourageant les transitions démocratiques. Mais alors ce retour de ces pays est-il réellement envisageable dans le cadre des exigences de la CEDEAO? C'est une question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Pour cela, je suis entourée de plusieurs personnes. À ma droite, Yannick Achille Faunier, bonjour. Bonjour Soukaina. Merci d'être avec nous. Vous êtes ingénieur financier, auteur de Fondements du capitalisme africain et réforme monétaire. À ma gauche, je me tourne vers vous, Émeric Torignon, bonjour. Bonjour Soukaina. Vous êtes journaliste. Et enfin, nous sommes aux côtés d'Alpha Barry, journaliste, analyste politique, auteur des Racines du mal guinéen. Merci messieurs d'être avec nous ce soir. Merci Soukaina. Émeric, je me tourne tout d'abord vers vous. Avant toute chose, on va revenir sur le contexte et sur ce bras de fer qui est engagé depuis plusieurs mois. Déjà, pourquoi est-ce que la CEDEAO elle a imposé ces sanctions? Quelles sont les principales exigences pour un retour des pays sous sanctions? Alors, la CEDEAO a décidé de sanctionner ces pays suite au coup d'État, parce que sur le plan des tests de la CEDEAO, tout changement de pouvoir devrait se faire dans les règles de l'art, en respectant la Constitution. Et la CEDEAO s'est toujours montrée ferme contre tout ce qui est coup d'État ou changement de pouvoir par la force. Et puisqu'il y a une gangrène dans la sous-région avec les coups d'État militaires, la CEDEAO s'est dit il faut taper du poing sur la table, il faut des sanctions dures pour pouvoir amener ces pays ou d'autres pays qui ont des velléités d'emprunter le même chemin, à les amener à s'arrêter, à abandonner de tels projets. On s'est rendu compte que ces sanctions qui étaient, ma foi, dures, et très dur pour les populations, vu que ce n'est pas les dirigeants putschistes qui ont récolté véritablement les pots cassés, plutôt la population, n'a pas forcément eu l'effet escompté. Ça a radicalisé ces pouvoirs qui ont quand même une certaine frange de la population avec elle, parlant des autorités militaires qui ont pris le pouvoir. Et on s'est enlisé dans une crise diplomatique entre ces trois pays du Sahel, à savoir le Niger, le Burkina Faso et le Mali, qui ont engagé une certaine solidarité et font front commun contre la CEDEAO aujourd'hui. Alors, on l'a dit justement, les sanctions, elles n'ont pas eu l'effet escompté. La CEDEAO, par ailleurs, elle a réitéré à plusieurs reprises sa volonté de réintégrer les pays suspendus, une réintégration sous conditions. Donc, on l'a dit, un calendrier de transition crédible, réalisable vers des transitions, vers une élection démocratique. Quelles sont les principales motivations derrière cette initiative, Yannick ? La CEDEAO, elle essaie de reprendre le contrôle de la sous-région. Malheureusement, elle s'y prend un peu mal parce qu'elle ne prend pas en compte les motivations des peuples qui ont décidé de résister à leurs sanctions et également de prendre un autre chemin à travers notamment l'établissement de l'AES et de la CAES, c'est-à-dire la Confédération des États du Sahel. Donc, à ce jour, ça reste pour la CEDEAO une volonté un peu, je peux dire, un peu puérile. Pourquoi puérile? Parce que lorsqu'il y a une rupture, il faut au préalable entendre l'autre, le comprendre et essayer d'être empathique. C'est-à-dire, là, vous avez des peuples qui sortent de près de 75 ans de néocolonialisme avec des séquelles tragiques, des milliers de morts à travers tout ce qu'il y a comme terroristes, des États fragiles, c'est-à-dire des États qui ne tiennent pas toujours debout, l'absence de démocratie,
l'absence même d'économie, parce que c'est des États, bien qu'ils aient un potentiel économique énorme, restent quand même sous le seuil de pauvreté. Donc, au moment où ils se décident de prendre le destin à main, la CEDEAO ne veut rien entendre de ça. Elle leur dit, revenez, on reprend comme par le passé, c'est-à-dire avoir une classe politique qui joue le jeu de chaises sans que rien ne change fondamentalement. Donc aujourd'hui, c'est là où on arrive. Donc pour moi, l'appel de la CEDEAO, c'est un peu un appel un peu vide de sens aussi, et aussi vide de conviction, parce que s'ils étaient vraiment convaincus de ce qu'ils voulaient, ils convoqueraient d'abord des assises avec ces pays. On ferait, comme on dit en Afrique, laver le linge sale en famille avant d'envisager cette étape de réintégration. Donc pour moi, Barry, je vous vois hocher de la tête, vous êtes du même avis? Pas forcément sur certains plans. Moi, je pense que d'abord, la CEDEAO, moi j'interviens dans le panafricanisme, la CEDEAO déjà est une institution sous-régionale, vraiment indispensable. C'est un futur marché, c'est un marché commun. Vous savez, dans la CEDEAO, c'est libre circulation des biens et des personnes. Là où je suis d'accord avec lui, peut-être qu'ils se sont précipités. Ils ont des procédures. Ils ont essayé d'appliquer ces procédures-là pour pouvoir négocier après. Mais en face d'eux, ils ont des gens qui ne sont pas du tout prêts à négocier. Ils accusent la CEDEAO d'être soumis aux puissances étrangères, de n'avoir pas trop agi pour justement la crise terroriste. Contre la crise terroriste. Et je me rappelle que l'Union africaine avait mis en place la force d'attente pour justement juguler ce truc-là. Je pense que l'Union africaine est mieux adaptée pour ce genre de situation. Il a beaucoup plus d'ouverture et de moyens, et il peut avoir beaucoup plus de moyens que cela. Moi, je pense que c'est vrai que ce qui est regrettable aujourd'hui, ce sont les populations qui souffrent. Mais si vous écoutez, franchement, Traoré du Burkina, vous écoutez ceux du Niger, c'est le rejet total du système. C'est-à-dire que nous évoluons dans un monde pas fermé aujourd'hui. Disons l'AES, tout ça c'est bon. Moi j'aurais préféré qu'on ait la monnaie sous-régionale. C'est plus important pour la sous-région, et qu'on ait des monnaies sous-régionales dans les différentes régions de l'Afrique, pour que plus tard qu'on ait une monnaie unique, parce que l'objectif c'est cela. C'est vrai qu'il faut négocier. La CEDEAO doit ouvrir les portes de négociation. Mais j'ai l'impression que les putschistes sont dans l'euphorie pour le moment. Et je peux vous dire que ces sanctions-là ne sont pas bonnes pour le pays. Parce que quand on sanctionne un pays, vous prenez l'uranium. Aujourd'hui, ça a complètement chuté. Le premier client du Niger, c'était la France. Maintenant, la France achète son uranium en Asie, au Kazakhstan. Est-ce que ce n'est pas des pertes, ça? Aucun pays ne peut fonctionner fermé. Moi, je pense qu'il faut appeler la CEDEAO et ces leaders-là, ces trois leaders-là, à comprendre qu'ils ne peuvent pas évoluer tout seuls. La monnaie qu'ils ont créée, ça repose sur quoi? Je ne vois pas la garantie. Ça ne repose pas sur grand-chose. C'est une volonté, certes, d'indépendance, mais ça va être dur. Hein? Tout fonctionne, et je l'ai dit plusieurs fois sur ce plateau, et l'émotion n'a jamais permis à quelqu'un de prendre de bonnes décisions. Oui, c'est clair. Jamais. Et vous voyez comment les choses, la rupture a été véritablement consommée. C'est quand la CEDEAO a décidé de rétablir Bazoum. Je comprends personnellement le coup d'État qui a eu lieu au Mali. Je comprends à peu près le coup d'État qui a eu lieu au Burkina Faso. Mais j'avoue que jusqu'à présent, j'arrive pas à comprendre le coup d'État au Niger. Oui. J'arrive pas du tout à comprendre le coup d'État au Niger. On est dans une région, dans un pays où on a eu une diminution des attentats terroristes. Parce qu'un président s'est dit, il faut que je parle avec
avec ces gens-là qui, quand même, sont des frères, sont des gens sont des Nigériens avec lesquels il faut discuter. Et qui a réussi à trouver, en quelque sorte, un équilibre, un terrain d'entente pour pouvoir impulser son projet de développement. Parce que tant qu'il n'y aura pas accalmie, tant qu'il n'y aura pas la paix, il sera difficile de dérouler un projet de développement. C'est impossible même. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, la méthode qui a été réprouvée par les putschistes, c'est la même méthode qu'ils sont en train d'adopter pour pouvoir régler la situation. Et ça, on risque de s'apercevoir qu'on a fait fausse route, qu'on a mené toute une population dans le décor, mais peut-être 10 ans et 15 ans plus tard. Quand il y aura une situation carrément ingérable, peut-être que la situation va dégénérer d'ici là. Je ne sais pas, je ne le souhaite pas pour ces pays. C'est pas stable en tout cas. Yannick, je veux réagir. Oui, parce que là, ils sont assez pessimistes et je peux dire qu'ils n'ont pas... Je pense réaliste. Parce que si je prends les propos du ministre Abdoulaye Diop, qui disait nous avons par le passé agi contre, c'est-à-dire agi contre tout ce qu'il y avait comme sanction. Aujourd'hui, on agit pour. Donc, nous sommes dans l'aspiration, nous sommes dans la projection, dans l'avenir. Et ça fait pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'ai vu le président Assimi Goïta en Chine. Tout ce qu'il a négocié comme contrat, que ce soit dans le domaine intellectuel, dans le transfert de compétences, comme contrat dans le domaine des mines. Donc, aujourd'hui, ils sont en train de construire quelque chose. Donc, le débat ne devrait plus être de ce qu'ils ont fait par le passé. Ça devrait être plutôt comment on les juge sur l'avenir et comment on les aide à structurer cela. Et justement, leur présence, elle n'était pas anodine non plus au forum Afrique-Chine qui s'est clôturé vendredi dernier. Et ce qu'il faut dire... Alpha, je fiche juste quelque chose, c'est que pendant ce sommet, il y a eu un sommet dans le sommet parce que pendant ce sommet, le président Assimi Goïta a tenu un mini-sommet avec les présidents de la Mauritanie, en fait tous les pays voisins. Donc aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a pas de choses qui s'arrangent. Pourtant, eux, ils sont vraiment dans un autre schéma, dans une autre aspiration. Et je pense qu'il faudrait plutôt qu'on les juge dessus, en fait, qu'on ne soit plus en train de rentrer en arrière. Il y a 2 ans, les juger de pourquoi ils ont fait le coup d'État. Là, vraiment, cette étape, elle est passée. Donc, essayons de comprendre c'est quoi leur projet et jugeons-les sur ce projet-là. Justement, ils n'ont pas de projet. Ils n'ont pas de projet. C'est une question de fierté nationale. C'est-à-dire nous ne voulons plus de collaboration avec ceux qui nous ont dominés. Alors que le monde est ouvert. En fait, il y a cette question coloniale et je pense que tous les Africains sont pour la décolonisation. On n'est plus colonisés, je suis désolé. Non, mais faisons le choix. Moi, je préfère. Faisons le choix. On joue les victimes sans arrêt. Faisons le choix de défendre nos intérêts, de savoir ce que l'on veut. Est-ce que c'est à eux de nous dire ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous? Vous ne pouvez pas être plus catholique que le pape. C'est-à-dire, lorsque le général Lecointre dit il faut que nous retournions en Afrique et il programme même un retour militaire forcé en Afrique dans 10 ans. Donc, pendant que la France dit moi, il faut que je retourne parce que j'ai mes intérêts. Vous, de l'autre côté, vous dites non, la France n'a pas d'intérêt. Donc, la France a des intérêts et aujourd'hui, l'AES, ils ont dit nous voulons des relations équilibrées avec tout le monde, gagnant-gagnant. Mais là, on est d'accord. Et que la relation avec la France, il faut la renégocier pour que les thèmes soient profitables à tout le monde. Et c'est ce côté, en fait, que la France, elle ne veut pas l'entendre. Parce que si la France était prête à mettre les relations sur la table et tout renégocier, je pense que l'AES reviendrait. Mais elle n'est pas prête à faire ces concessions-là. Elle est prête juste à revenir comme dans le passé. Ben non, la France est obligée. Attendez, ça veut dire que nous sommes des États indépendants et souverains. Pour renforcer cette souveraineté, il faut plus d'union. La seule voie de salut pour l'Afrique, c'est l'union et l'unité. Et alors par quoi elle passe aujourd'hui, cette union? Oui, mais parce qu'il dit qu'ils ont des projets qui sont en train de dérouler. Moi, je ne vois pas tellement, à part vouloir ne plus dépendre de la France sur le plan théorique, en sachant que la géopolitique mondiale, aucun pays ne peut se former. Moi, je n'ai jamais entendu les leaders la dire, rencontrons-nous, discutons et trouvons des solutions. Il n'y a pas de dialogue entre la France. On a chassé les Français. Je pense qu'ils l'ont dit plusieurs fois, mais nos conditions, le respect de la souveraineté de nos États, le respect de nos choix en termes de partenaires stratégiques et le respect de nos intérêts. Je pense qu'ils ont donné un certain nombre de conditions
pour lesquels ils sont prêts à négocier. Sauf qu'en face, les autres ne sont pas prêts. Ah bon, la France a dit non. Bah, ils ont des intérêts, les intérêts sont mutuels. Hein. La preuve, c'est que la France, je ne suis pas celui qui défend un pays et tout ça. La preuve, pour dire au fait, cet argument ne tient pas véritablement, c'est que il y a plusieurs pays en Afrique aujourd'hui qui coopèrent avec les Américains, les Luxembourgeois, les Français, les Russes, les Chinois. De façon indépendante. Et tout est On négocie les contrats. de manière indépendante. Mais nous voyons un développement de sang avant que tout cela n'arrive. Vous voyez la chronologie des événements. On avait commencé par organiser des manifestations depuis une dizaine d'années où on brandissait les drapeaux russes. Et puis après la boule. Il y a eu tellement de choses, de situations préparées pour qu'on puisse, pour développer un sentiment anti-français. Il faut le savoir. Vous savez, je pense que le développement de l'Afrique ne se fera pas, aucun développement ne se fait pas la haine. Quand vous basez... La haine, c'est vous qui la voyez, hein. Les Maliens ne sont pas dans la haine. Quand vous basez un projet de développement sur de l'exclusion, à mon sens, un peu puérile, parce que on pense que l'autre fait du mal. Parfois, les États ont des intérêts. Tous les États ont des intérêts. Ce qui lie les États. Le problème, c'est que l'Afrique ou certains pays de l'Afrique ne sont pas tellement armés pour pouvoir s'asseoir et définir la stratégie pour défendre ses intérêts. Donc aujourd'hui, vous estimez que les gens de l'AES ne sont pas assez matures pour savoir ce qui est bien pour eux? Non, pas du tout. Un peu ce paternalisme français qu'ils veulent justement... On n'en veut pas. Personne n'est pour un Ne dites pas ce qu'on n'a pas dit. On ne veut pas de ce paternalisme. Pas du tout. Okay. On veut que nos États soient libres et indépendants. Mais si nous sommes divisés, la CEDEAO qui récoltait combien de milliards, 680 milliards, c'est une zone normalement qui doit se développer. Mais où est notre frein? Ce n'est pas seulement parce que la France se mêle de nos affaires, c'est parce que nos dirigeants sont corrompus. Et le plus souvent, justement, ils utilisent cela justement pour dominer les pays. Si les dirigeants qui sont là sont intègres, ils disent, OK, on signe un contrat, vous signez le contrat en bonne et due forme, dans l'intérêt, laissez-moi finir, dans l'intérêt de nos pays, dans l'intérêt de l'Afrique, de la France et de n'importe quel autre partenaire. On n'est pas obligé d'avoir un partenariat forcément qu'avec la France. Il faut ouvrir. Exactement. Parce que l'Afrique, c'est l'un des continents, sinon le continent le plus riche. On est aussi pauvre que potentiellement riche, malheureusement. En fait, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a des États qui ont déjà compris que veut l'AES et qui sont déjà en train de normaliser des relations sur le plan bilatéral. On a le Togo qui, dès le départ, avait compris ce que l'AES voulait. On a le Bénin qui a ouvert les négociations avec l'AES, avec notamment le Niger, c'est en cours. On a le Nigeria également qui a repris ses relations avec le Niger. Donc, vous êtes un peu resté sur le quai pendant que les gens avancent. Non, le problème, c'est que entre États, c'est normal qu'il y ait relation. Il n'y avait pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'il y en avait? Ce n'est pas avec l'AES, c'est avec le Niger, le Burkina et le Mali. Le Niger, le Bénin. Le président a été le premier. La nuance, elle est importante? Bon, la nuance est importante. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y avait des ruptures, par exemple, entre la Guinée et le Niger ou le Burkina ou le Mali? Il n'y avait pas. Si vous prenez le Mali et la Guinée, c'est deux mêmes peuples. On dit que c'est le même cœur dans un même poumon. Les deux pays-là, c'est les mêmes cultures, c'est les mêmes machins. Le cas guinéen, c'est assez différent. La Guinée n'était pas assaillie par des vagues de terroristes et tout, donc le cas est vraiment différent. L'AES était dans une question existentielle, avec un choix face à eux. Est-ce qu'on continue de se laisser tuer comme des mouches? Est-ce qu'on continue de gérer un pays aux 2/5 parce que les 3/5 sont confisqués par les terroristes? C'était ça, en fait, les choix qu'ils avaient face à eux. Ça s'est arrêté? Et à ces choix-là, à ces questions, la CEDEAO n'a jamais apporté de soutien militaire. Si un jour la CEDEAO a dit « Ok, je vous donne 10 000 militaires », dites-moi sur le plateau que ok, ils ont eu un soutien de la CEDEAO pour faire face à ces terroristes qui venaient tuer des gens sur le territoire. Donc, la CEDEAO a toujours été passive, inexistante sur des questions pourtant existentielles
pour les pays de l'AES. Donc aujourd'hui qu'ils ont pris le destin à main, essayons de voir qu'est-ce qu'ils sont en train de construire, comment plutôt contribuer à ce que ça se passe bien, parce que la CEDEAO est une organisation cérébralement morte. Non, elle vit. Elle est morte. Non. Bah, aujourd'hui, bon, si elle vit, ok, laissez donc l'AES continuer son chemin. Alpha. Avec ma simple carte d'identité, je peux circuler, aller m'installer dans n'importe quel pays de la CEDEAO. C'est vrai qu'elle n'a pas suffisamment les moyens, c'est le manque d'unité. Si les gens étaient unis, les pays cotisaient, déposaient leurs cotisations, je pense que la CEDEAO aurait eu une puissance financière au lieu de demander des aides à l'extérieur. Vous dites aujourd'hui que la CEDEAO n'a rien fait. Aujourd'hui, l'AES s'est établie, ils ont la monnaie, mais les assassinats continuent. Ils n'ont pas encore la monnaie. De grande ampleur. Non, ils ont créé la monnaie virtuelle. Pour le moment, elle ne peut être échangeable nulle part. Et elle ne repose pas sur l'or, elle ne repose sur pas grand-chose, sauf sur la volonté politique. Je ne suis pas contre cette volonté-là. C'est à ces leaders-là, pas nous, parce que nous nous examinons et nous décortiquons ce qui se passe sur le terrain. Il y a, à chaque fois, vous avez 50, 100 personnes qui sont tuées. Est-ce qu'ils sont en train de trouver des solutions? Est-ce qu'ils sont en train de trouver des solutions? Par rapport aux assassinats, on a un pays étranger, notamment c'est l'Ukraine. Donc aujourd'hui, la CEDEAO, le fait qu'il veut s'émanciper, naturellement, il y a de la résistance en face, parce que les autres ne veulent pas en fait voir ces pays-là. Je vous dis quelque chose. Au sommet Chine-Afrique, le président Xi Jinping a érigé le Mali au rang de partenaire stratégique. Tout le monde est d'accord qu'ils sont partenaires stratégiques de la Guinée a signé des choses. Ce discours de président Xi Jinping a érigé le Mali au rang de partenaire stratégique. Je vous assure que les Algériens vous diront l'Algérie est un partenaire stratégique de la Chine. On ne devient que ce qu'on n'était pas hier, en fait. C'est un discours diplomatique. Ne prenez pas ce discours pour en faire un trophée qu'on brandit partout. Non, pas du tout. On ne devient que ce qu'on n'était pas hier. Parce que si on était déjà ce qu'on est hier, on ne devient pas. On reste ce qu'on est. Donc si aujourd'hui son partenaire stratégique, c'est parce qu'hier, il n'était pas. Et qu'est-ce qui entre en fait dans ce terme-là? Et ils l'ont décliné en termes de projet, en termes d'investissement, en termes de coopération. Tout y est. Moi, je préférerais plutôt que vous les juger sur ces projets-là. Et comment est-ce qu'ils les déroulent. Sur le plan budgétaire, on sait comment les finances de ces pays sont améliorées en 2 ans. Sur le plan sécuritaire, on sait que le Mali... Non, ça ne s'est pas amélioré. Non, vous êtes ingénieur. Au Nigeria, je pense qu'on ne peut pas dire pour le moment que financièrement, les choses se sont améliorées pour ces pays-là. Ça, ce n'est pas vrai. Il faut apporter les chiffres pour qu'on puisse en débattre. Il faut véritablement apporter les chiffres pour qu'on puisse en débattre. Le tableau n'est pas rééluisant. Tout le monde le sait, sauf ceux qui refusent de se rendre à l'évidence que le tableau n'est pas rééluisant. Et ça, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître et de s'asseoir pour dire comment nous allons faire pour remédier aux problèmes auxquels nous faisons face. Je reviens un peu sur la CEDEAO. Moi, je dirais, c'est vrai que la CEDEAO, pour ma part, a été un peu passif sur la question du terrorisme. Il y a eu ça et là. Pour ma part, je le pense ainsi. La CEDEAO a commencé par regarder cette situation de manière plus préoccupante quand elle a commencé par s'étendre. Ça quitte le Sahel, ça se propage maintenant dans le golfe du Guinée, le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, qui sont aujourd'hui victimes de ces terroristes. De ces incursions, ouais. Et quand un pays de l'AES se lève pour dire non, c'est dans d'autres pays qui sont aussi victimes du terrorisme, qu'on forme des terroristes, ça fait un discours qui divise et qui n'encourage pas l'unité de ces différentes nations qui devraient composer la CEDEAO, à mon avis. Sur le plateau, vous dites 2 choses contraires. À début d'émission, vous avez dit que le président Bazoum négociait avec les terroristes. Ça veut dire qu'il collait un visage au terrorisme, dont il les connaissait. Et en même temps, ce qui était reproché au Niger, c'était que le Niger était la base arrière. Parce que chaque fois qu'il y avait des incursions au Mali, le base arrière c'est au Niger. Et comme ils avaient des ententes, comme vous dites,
Bah, c'est pour ça en fait qu'on a toujours reproché au Niger. Je ne vois pas encore là où je dis une chose et au Mali, moi je vais juste rectifier quelque chose. Au Mali, la base arrière, c'est plutôt l'Algérie. Ce n'est pas le Niger. Sur le flanc nord. Oui, mais oui, sur le flanc nord, c'est une petite portion. Mais la grande portion de ceux qui, des terroristes qui sont là-bas, ils se replient vers l'Algérie. Maintenant, parce qu'ils étaient poussés vers la frontière, avant, ils étaient carrément au milieu du pays. Donc, puisqu'ils ont été repoussés, c'est où ils ont franchi la frontière vers le Mali, vers la Libye et l'Algérie. Donc, au départ, en fait, on avait deux grands flancs. On avait carrément trois grands flancs. Le flanc est, le flanc ouest avec la Mauritanie, le flanc nord avec l'Algérie, le flanc ouest avec le Niger. Maintenant qu'ils ont pu maîtriser les deux flancs, il restait le flanc est qu'ils ont fini par gérer avec les nouvelles autorités. Et aujourd'hui, c'est un peu plus sûr. Ils ont dû traverser la frontière pour aller dans d'autres pays. Les choses s'améliorent. Cette confusion avec les rebelles et les terroristes, moi, me dérange un tout petit peu. Les rebelles sont des gens connus, qui ont eu des ententes avec, des protocoles d'entente avec les pouvoirs précédents au Mali. Parce qu'on les connaît, parce qu'on a mené des attaques pour les repousser, on assimile directement cela à la victoire sur les terroristes. Et ça, c'est à mon sens d'une certaine malhonnêteté intellectuelle qu'on se réfugie derrière le fait qu'on a pris Kidal, on a chassé les mouvements rebelles pour dire non, on a vaincu les terroristes. Le JNIM, ce n'est pas ce n'est pas les groupes rebelles du Touareg. Hein. Il faut pouvoir faire la différence. Le JNIM, l'État islamique et Al-Qaïda, tout le reste, ça c'est un autre groupe. C'est un autre groupe qui continue de mener ces dictats ou de déposer ces dictats. Et d'occuper des villages. Oui, au Mali. Mais aujourd'hui, je voulais dire quelque chose parce qu'il dit qu'ils sont en train de refaire une santé. Je voulais juste donner un exemple. Le Niger. Les revenus de l'uranium, tirés de l'uranium, ont lourdement, complètement chuté. Ce qui fait qu'ils comptent aujourd'hui sur le pétrole qu'ils vont exporter pour rehausser le budget national. Le budget national est déséquilibré complètement aujourd'hui. Notre souhait, nous tous, c'est que les pays-là reviennent, à la CEDEAO, qu'il y ait un sommet de la CEDEAO, que les gens discutent et disent qu'est-ce qu'on veut faire de la CEDEAO. Où est-ce qu'on veut amener ces États-là? Moi, je pense que c'est possible. Ce n'est pas 3 pays qui vont s'imposer sur 12 pays ou qui vont s'imposer sur des puissances étrangères. Ce qu'il faut, c'est de s'ouvrir. Peut-être à quelque chose malheur et bon, peut-être que cette situation qu'ils ont créée vont permettre à la CEDEAO et aux différents États de se regrouper pour trouver des solutions viables pour tous ces pays-là. Mais les 3 pays-là ne pourront pas s'en sortir avec ces sanctions-là. Ce n'est pas possible. Je vous propose de débattre justement de médiation et des perspectives de réintégration dans un instant après cette courte pause. Et on revient dans le débat justement pour parler de médiation et des perspectives de réintégration. Alpha, je vais vous donner la main. On était en train d'en parler justement pour réintégrer donc les pays de l'AES, le Niger, le Burkina Faso, le Mali. La démarche de la CEDEAO, c'est d'utiliser la voie de la médiation. Par exemple, récemment avec le président fraîchement élu au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye. Est-ce que ce sont des tentatives qui peuvent porter leurs fruits? Absolument, absolument. Mais il ne faudrait pas que ça soit seulement le président sénégalais. Il faudrait que tous les autres chefs d'État qui sont autour se regroupent, qu'ils aillent au Niger, les rencontrer, qu'ils organisent un grand sommet où vraiment on va définir, par exemple, vous savez, l'Afrique de l'Ouest avait un projet de création de monnaie unique, l'ECO. C'est le moment justement de mettre en place l'ECO pour que nous soyons complètement, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, la souveraineté monétaire est quelque chose de fondamental. Mais ce n'est pas en étant 3 pays qu'on peut arriver à le faire. Moi, je pense que les négociations doivent continuer et tous les panafricains, y compris nous tous qui sommes ici, nous souhaitons que la CEDEAO se retrouve et que ces pays-là reviennent au bercail. Parce qu'ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas de l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas possible. Et je pense que c'est possible de revenir à de meilleurs sentiments, à de meilleures situations pour un développement durable de la sous-région.
Yannick, vous êtes du même avis? En fait, je pense que l'AES n'a jamais été fermé à une normalisation de la situation, sauf qu'ils ont posé des conditions que les autres ne veulent pas respecter. Lesquelles? Notamment la présence des bases militaires. Ça, c'est une question qui divise. Personne ne veut se débarrasser des bases militaires étrangères. Ça, c'est une question vraiment fondamentale qui divise. Je crois que c'est même la principale question parce que jusqu'à ce jour-ci, la frontière entre le Bénin et le Niger est fermée. C'est à cause d'une base militaire. Sur des affabulations. Supposons. Totalement. Ben oui, Des ben oui. affabulations. Ils ont dit qu'ils ont des preuves, donc c'est au Bénin de prouver le contraire. On dit même qu'en Guinée, il y a une base française qui est en train d'être mise en place. Donc, des affabulations. C'est vous qui le dites. Ils ont montré des images vidéo. Bon, si vous voulez contester la vidéo, c'est votre droit. Quelle mais image sauf qu'ils vidéo? ont dit. Les images vidéo. Voilà. Quelle image vidéo? La piste d'atterrissage prise, les images d'une piste d'atterrissage prise dans un autre pays qu'on fait croire aux gens que c'est au Bénin. Vous le contestez, c'est votre Connu droit. de tout Non, le c'est monde. pas une réalité. C'est C'est pas une réalité. Peut-être, moi, j'étais pas dans, je peux pas dire avec certitude. Patrick Talon ne va jamais accepter ça. Moi, je reprends les propos de ces pays, les officiels, donc je ne suis pas allé sur place pour vérifier. En tout cas, les autorités béninoises ont demandé aux autorités nigériennes d'envoyer des émissaires. On leur fait visiter tout le Bénin. Absolument. Pour qu'ils aillent chercher la base militaire. Une base militaire, c'est pas une aiguille qu'on Ah non, c'est... Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait des pourparlers, donc peut-être ça fait partie. Ils vont aller peut-être établir que, ok, effectivement, ce n'est pas une base militaire viabilisée. Et peut-être après ce temps pour avoir de la réconciliation. Mais pour le moment, c'est un point de suspension et ils y sont. Bon, sur la question, je pense que je peux parler parce que étant béninois, je peux parler. Je peux parler dans la mesure où, vous savez, les autorités béninoises l'ont expliqué. Depuis le développement du terrorisme, le terrorisme qui avance et qui attaque également le Bénin, les autorités béninoises ont dit nous ne croiserons pas les bras. Il faut que nous puissions construire des bases militaires avancées. Pas des bases militaires françaises, africaines, mais des bases militaires béninoises pour que nous puissions défendre notre territoire. Et puisque les autorités actuelles du Bénin voient les choses en grandeur nature, ils ne font pas les choses dans la dentelle. Ils investissent ce qu'il faut. Dans l'équipement. Voilà. Et la formation. Dans l'équipement. Et elles sont prêtes plutôt à faire venir même des instructeurs étrangers pour pouvoir former les militaires béninoises. Et j'ai écouté le discours du général Tiani qui est basé sur rien que des affirmations sans aucune preuve. On attend jusqu'à présent les preuves d'Ibrahim Traoré, on ne les a pas encore jusqu'à présent. Ils sont à pourparler, je pense qu'au bout des pourparlers, peut-être ils vont mettre les points sur les i sur cette question-là. Donc en attendant, je pense qu'il faut... Non, les pourparlers, c'est pour normaliser les relations économiques. Et ça, je pense qu'on... Ça en fait partir parce que la frontière n'était pas ouverte à cause de cette base militaire-là. Non, la frontière n'est pas ouverte à cause de cette soi-disant... À cause de l'orgueil, c'est tout. Mais à cause de l'orgueil. À cause de l'orgueil des ressentis. Parce que le Niger ne digère pas le fait que le Bénin ait suivi la CEDEAO dans les sanctions. C'est ce que le Niger ne digère pas. Et je pense que si le Niger qui parle de base militaire et qui envisage aller installer, développer une ligne de pipeline au Tchad, qui a des bases militaires françaises, est-ce que vous pensez que c'est un raisonnement qui le pipeline est en situation de crise. Le pipeline, c'est avant la situation de la crise. Donc on ne peut pas imputer l'initiative du pipeline à une crise beaucoup plus récente. Vous dites. Le pipeline, c'est pas mauvais. Hein. C'est un autre débat. Vous dites que il y a des bases militaires françaises au Bénin, alors que c'est connu qu'il n'y a pas de base militaire avant la crise et que à la faveur de la crise qu'il y a maintenant, du coup d'État, les Français ont installé une base militaire au Bénin. Et pour ça, on ferme nos frontières. Il y a crise, on a fermé le pipeline où le Bénin a refusé de laisser les barils le pétrole être embarqués. Et bon, on trouve que, voilà, puisqu'il y a des bases militaires au Bénin, nous proposons de passer maintenant par le Tchad et joindre le Cameroun et faire transiter notre pétrole par là. Alors que au Tchad, il y a des bases militaires connues de la France, oui, connues, où on peut mener des opérations contre vous. La logique vient d'où? Dites-moi. Il n'y a pas de logique. De toute façon, ils sont passés par le Bénin maintenant.
Le pipeline de 2000 km, alors que là-bas, c'est plus de 4000 à 5000 km. Pour revenir à la question de la médiation, on parlait justement de la médiation avec la CEDEAO, mais il y a aussi des acteurs étrangers, les acteurs internationaux. Je pense à l'ONU, l'Union africaine. Est-ce qu'on peut miser sur ces acteurs? Est-ce qu'ils peuvent faire bouger justement cette dynamique? Absolument, absolument. On avait un peu quitté le chemin ou tenté de bifurquer, ne pas répondre à la question. Personnellement, je pense qu'il y a deux cas. Il y a le cas où la CEDEAO accepte que l'AES existe et cherche à créer un cadre juridique pour qu'il y ait un partenariat avec l'AES. Aider l'AES à lutter contre la crise sécuritaire qu'elle traverse. Est-ce que c'est une perspective crédible? C'est possible. C'est possible. Pour moi, c'est une perspective crédible qu'on peut envisager. L'autre possibilité, c'est que les pays de l'AES acceptent de revenir dans la CEDEAO. Mais connaissant les militaires, ça va être difficile. Ça va être difficile dans la mesure où on a vu déjà leur posture. On a vu leur posture. La seule chose qui peut amener, à mon sens, l'AES à revenir dans la CEDEAO, c'est qu'il y ait des élections et que des démocrates s'installent. Puisque l'AES a été créée sur la base d'humeur de trois personnes. D'humeur de 3 personnes qui n'ont pas en réalité une base totalement légale, solide. Des putschistes qui se sont dit, ok, nous allons nous réunir, nous allons créer l'AES. Imaginez que dans 3 ans, ou dans 1 an, ou dans 2 ans, on organise des élections, un démocrate vient au pouvoir, un démocrate peut dire... Il va réintégrer. Voilà, je réintègre ou j'organise un référendum pour savoir si nos peuples acceptent de revenir dans la CEDEAO ou pas. Et ça, tout peut basculer du jour au lendemain. Et l'AES peut voler en éclats. On voit le Burkina Faso qui crée son passeport, qui sort son passeport biométrique sans le logo de la CEDEAO. Ça, c'est un acte fort déjà. Ça ne passera pas. Pour dire, au fait, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas... Ça passera ou ça passera pas. Mais ils seront obligés de prendre le visa. Ils seront obligés de prendre le visa. On verra ce que tout ça là va donner. Mais c'est des actions qui compliquent la médiation. Alpha, je vous voyais acquiescer. L'ONU a un rôle à jouer dans... Oui, les Nations Unies ont un rôle à jouer parce que tous nos pays là sont membres de l'ONU. Donc l'ONU, l'Union africaine et toute autre institution qui pourrait intervenir pour que vraiment... moi, je pense beaucoup plus... collaborer avec l'AES, pour moi l'AES c'est très virtuel, faire revenir dans les meilleures conditions, sans s'imposer, échanger, discuter, poser les problèmes sur la table, répondre à leurs inquiétudes, soutenir les pays du Sahel, envoyer justement, réaliser la force d'attente en intervention, la mettre en place pour que les gens viennent sécuriser ces zones-là. Ensuite, je pense qu'il n'y aura plus d'arguments pour dire on va créer notre monnaie, on va créer nos passeports biométriques et tout ça. Et maintenant, ils veulent créer une confédération de 3 pays. La réintégration, elle se fait sous conditions, on l'évoquait un peu plus tôt, justement, de part et d'autre, de transition. Est-ce que c'est une organisation extérieure qui peut faire pression à ce stade, à votre avis, sur l'AES? Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est une question qui doit être beaucoup plus réglée par ces pays-là, par ces peuples-là, en fait. C'est à eux de se dire qu'est-ce qu'on veut. Je prends un exemple. Après la Seconde Guerre mondiale, lorsque les élites françaises constatent que les choses ne se remettent pas en route, ils favorisent l'émergence du général de Gaulle, qui crée la Ve République. C'est-à-dire les Français se sont assis, dire voilà ce qu'on veut comme pays. Ils ont fait des réformes sur le plan politique, sur le plan économique. Ils ont décidé du départ prochain de l'armée des États-Unis. Donc, ils ont décidé pas mal de choses. Aujourd'hui, c'est à ces pays-là. Donc, je vois l'ONU dont la crédibilité est déjà remise en cause dans plusieurs cas, comme au Congo, comme au Mali. Sauf si elle-même se remet en cause, venir encore vouloir ramener les gens dans la routine hantée, comme il a dit tantôt, c'est-à-dire, OK, on détricote tout ce que vous avez construit jusqu'ici, on revient à la situation intérieure, on reprend les mêmes politiques jouisseurs qui étaient là, on leur remet aux affaires, ils passent le temps à venir à Paris, se filmer, manger et tout. Donc, c'est ça, en fait, la grosse crainte de l'AES. C'est qu'on se retrouve encore dans la situation hantée où on n'a pas
un pays qui tient debout. On a un État fragile, un État presque inexistant. Parce que, il faut le dire, hein, parce qu'avant le coup d'État, l'État malien n'existait presque pas. Parce que lorsque vous n'avez pas la possibilité d'aller sur tout votre territoire, l'État n'existait pas. Au nord du Mali, on a recensé des milliers d'enfants qui n'avaient pas pu avoir d'acte de naissance parce qu'il n'y avait pas d'administration. Il n'y avait pas de mairie qui fonctionnait, c'était plutôt des groupes. Et tantôt, il a dit, il y a des rebelles, oui, il y a des... Comment vous appelez ça? Il y avait des rebelles et puis il y avait des groupes terroristes. Des groupes terroristes, oui. Donc, c'était plutôt eux qui contrôlaient ça. Et qu'est-ce que les Maliens ont fait? Ils ont dit, OK, ceux qui sont favorables à un mèche, c'est-à-dire à ce qu'on travaille ensemble, revenez dans le cadre de la République, on essaie de construire quelque chose. Donc, du coup, il y en a qui ont rejoint l'État central du Mali, d'autres ont dit non, d'autres justement ont maintenu la position militaire, donc ils ont continué les actions armées jusqu'à récemment. Donc, aujourd'hui, il est question pour l'État malien d'appeler même ceux-là, même ceux qui sont réfugiés en Libye et dans tous les pays voisins, de les appeler, de faire un dialogue franc, de se dire, voilà comment on repart sur de nouvelles bases. On vous entend parce que forcément, quelque part, ils ont des motivations, forcément, peut-être pas légitimes, peut-être pas légales, mais je me dis que quelque part, s'ils font du terrorisme, c'est parce que quelque part, ils ont des motivations, que ce soit économiques, que ce soit politiques, on les entend, et qu'à la fin, on décide ensemble de comment est-ce qu'on va gérer le pouvoir, de comment est-ce qu'on va gérer l'économie, pour qu'enfin, on ait un pays debout qui vit sur tout l'étendue de son territoire, et non une 3/4 pour l'État, 2 tiers pour les autres. Donc, pour moi, c'est plus ça. Donc, l'ONU peut-être peut intervenir pour favoriser cette médiation, mais en fin de compte, ce sera un dialogue burkinabé, un dialogue nigérien et un dialogue malien, intermalien qui pourra favoriser le retour à la normale. Non, je pense que, bon, je ne sais pas, quand je vous entends parler des Nations Unies, c'est comme si le contenu est vide. Les Nations Unies, c'est une grande institution. Il y a des procédures, il y a des règles, et les pays interviennent sur tous les sujets. Moi, je pense qu'il ne faut pas, parce qu'une institution a des problèmes, c'est comme quand vous dites que le gouvernement a des problèmes, vous changez les ministres, etc. Mais là, ce sont des institutions. Les Nations Unies s'intéressent à ce qui se passe au Mali, dans les 3 pays. Là, ce qu'il faut, c'est d'organiser d'abord, avant que les Nations Unies n'arrivent, ou alors envoyer un délégué, c'est d'organiser une rencontre au niveau des pays de la CEDEAO. D'inviter l'AES, parce qu'ils se sont retirés. Vous vous rappelez que le Maroc était parti, mais le Maroc est revenu. Parce que le Maroc savait que son intérêt, c'est d'être dans l'Union africaine. La Mauritanie. Dans l'Union africaine, la Mauritanie. Voilà, c'est-à-dire que, vous savez, au nom de l'orgueil, si vous prenez la Guinée, quels sont les problèmes que la Guinée a connus après l'indépendance? Si on avait pris l'indépendance en 1960, la Guinée était l'enfant chéri de la France, serait comme la Côte d'Ivoire. L'indépendance, d'accord, on ne regrette pas l'indépendance. Mais après, si vous vous enfermez, c'est des violences incessantes. La violence, on en a parlé en aparté tout à l'heure. Et pourquoi pas le Bénin, le Togo sont devenus comme la Côte d'Ivoire? Quoi? Pourquoi les autres pays? Non, j'ai pris un exemple, je ne vais pas parler de tous les pays. Parce que vous avez transposé la situation ivoirienne et guinéenne. Non, la Guinée, c'est le seul pays, si vous connaissez bien l'histoire de la Guinée, qui a dit non le 28 en 58. Oui, j'ai écouté. Et on a payé, il y a eu des conséquences. Le général de Gaulle a dit, votre indépendance, si vous la voulez, vous la prendrez en votant non le 28 septembre, mais vous en assumerez toutes les conséquences. On a assumé des conséquences parce que la Guinée est l'un des pays avec le Congo les plus riches d'Afrique. Mais aujourd'hui, si vous prenez la richesse et la pauvreté, ça s'équivaut. De la part du général de Gaulle, c'était quoi les conséquences immédiates? Comment est-ce qu'il a réagi le général? Vous avez suivi l'histoire de la Guinée? Oui, mais je sais justement qu'il a créé pas mal de problèmes à la Guinée. C'est-à-dire il y a eu de la répression monétaire, il y a eu pas mal d'actions, de représailles en représailles de cette faculté à l'indépendance. Et tout à l'heure, vous parlez justement de l'ONU. Aujourd'hui, il y a dans le monde, dans le Conseil des Nations, il y a quelque chose qui est remis en cause. Ce sont les institutions issues de la Seconde Guerre mondiale, que ce soit le FMI, que ce soit la Banque mondiale. Il y a un appel pressant de les réformer. Donc, ce sont des institutions qui sont un peu à l'épuisement. Donc, on ne peut pas dire de façon... L'ONU n'est pas épuisé. Si vous dites le Fonds monétaire et la Banque mondiale, moi je suis d'ailleurs pour que ces gens-là ne nous soutiennent pas. Pour que nous nous soutenons entre nous parce que nous avons les moyens pour pouvoir nous en sortir.
Le FMI et la Banque mondiale, quand ils viennent, c'est le réajustement structurel, on diminue le nombre de fonctionnaires, on fait plein de choses, vous connaissez ça. Moi, je ne suis pas pour le Fonds monétaire international. Il nous reste pas beaucoup de temps, malheureusement, on est pressé par le temps. On va rentrer dans la dernière partie de cette émission. Donc on l'a rappelé que le Mali, le Burkina et le Niger, ce sont des pays qui sont arrivés, dont leurs chefs d'État sont arrivés à la faveur de coups d'État. Est-ce qu'aujourd'hui, très rapidement, est-ce que le retour de ces pays dans la CEDEAO, il est possible sans compromis justement sur les exigences démocratiques? Et est-ce qu'à l'inverse, la réintégration de ces pays-là, ce sera un signal fort pour une Afrique absolument, unie? absolument. Je vous laisse... Oui, de un mot. Émeric? Il faut qu'on trouve le moyen de s'unir, même s'il y a de micro-groupes, de micro-regroupements au sein de l'Afrique, il faut qu'on trouve le moyen à un moment donné de pouvoir s'unir, de parler d'une même voix. Et je peux dire personnellement, je ne suis pas pour que l'ONU intervienne en tant que médiateur. Il faut laisser les Africains régler leurs problèmes. Il faut que l'Union africaine s'implique. Et ça, je trouve que cette institution continentale est très muette en ce moment sur ces questions-là. Elle devrait prendre à bras le corps le dossier et s'impliquer. Faire des actions de médiation pour que les pays frères, ces pays voisins puissent s'entendre, puissent trouver des compromis. On ne peut pas arriver à une résolution de cette crise sans compromission. Il faut qu'il y ait des concessions sur le plan démocratique, que les militaires acceptent d'organiser des élections, qu'on ait un calendrier crédible. Et jusqu'ici, on a eu des promesses de calendrier, mais jamais respectées. Il faut qu'on aille... Burkina, c'est 5 ans, hein? Dommage. Je pense que eux, ce sont des électoralistes où dans un pays, tant qu'on fait les élections, tout va bien, la vie est belle. Ah, mais il faut les élections. Mais pour revenir à la question de l'ONU, il faut les élections, mais pas à n'importe comment. Ah bon? Pour revenir à la question de la réintégration, vous êtes pour le coup d'État. La question de la réintégration sous la condition justement d'un calendrier démocratique, est-ce que c'est crédible? S'il n'y a pas cette condition-là, est-ce que selon vous, les États de l'AES pourraient être réintégrés s'ils ne respectent pas justement? Pour moi, aujourd'hui, comme je disais tantôt, c'est que les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens doivent faire un dialogue national pour déjà s'unir. Parce que s'il y a des terroristes, c'est parce qu'il y a forcément des raisons. Donc, ils doivent avoir vraiment un dialogue avec toutes ces personnes, y compris les plus extrêmes. Donc, c'est à eux, en fait, de trouver un terrain d'entente. On a eu des précédents. On a eu le précédent au Tchad, où ils sont allés, je ne sais pas si c'était au Qatar, avec les terroristes, ils ont négocié, ils ont trouvé des terrains d'entente. Les rebelles. Et les rebelles, si vous voulez. Ah oui, c'est les rebelles. Non, mais ils sont allés, ils ont trouvé des terrains d'entente. C'est non précis. Non, mais un terroriste peut être un rebelle à devenir, donc, et inversement, donc c'est interchangeable. Non, le terroriste, c'est le terroriste. Celui qui va le devenir, on ne sait pas. Oui, je vous le conseille. On ne sait pas. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est l'État malien qui est là actuellement doit rappeler sur la table toutes ces personnes-là, y compris avec l'Algérie, ils doivent s'asseoir et trouver une manière de fonctionner parce que forcément, ils sont confinés dans un territoire où ils sont appelés à vivre. Donc il faut que tôt ou tard, ils s'asseyent, ils se disent « Ok, voilà ce qui nous a toujours divisé et voilà comment nous pensons qu'on peut désormais fonctionner. » Quitte à ce qu'ils appellent l'ONU ou l'Union africaine pour les assister, c'est tant mieux, mais il faudrait qu'ils le fassent pour que lorsqu'ils seront sereins avec eux-mêmes, ils pourront aller sereinement vers la CEDEAO, vers tout le reste, je pense. Alpha, je voyais agresser quand on parlait de signal fort. Voilà, juste un dernier mot. Je suis d'accord tout à fait avec lui. Peut-être que la CEDEAO est mal placée parce qu'elle est en conflit avec l'AES. C'est l'Union africaine qui doit prendre les choses en main pour dire à la CEDEAO et pour dire à ces États-là, ça suffit, on arrête, on se retrouve dans un sommet et on règle tous les différends. Ce n'est que dans l'unité et l'union, sinon nous ne pourrons pas nous en sortir. C'est le dernier mot. Je pense qu'il ne faut pas aussi fermer les oreilles au désir ou à ce que les dirigeants de l'AES disent. Il faut qu'on puisse également les écouter. Tout à fait. Il faut qu'on travaille à ce qu'il n'y ait plus de soupçons d'ingérence. Oui. Il le faut de manière forte.
que le téléphone ne sonne plus de Paris dans les bureaux des présidents africains pour donner des orientations. Ce n'est pas Paris qui dirige... Ce n'est pas normal. Qui dirige la Côte d'Ivoire, ce n'est pas Paris qui dirige Lomé, ce n'est pas Paris qui dirige le Nigeria. Il faut que ça puisse cesser, qu'on puisse montrer également notre souveraineté. Et ça pourrait rassurer les dirigeants de l'AES. Juste un mot pour justement glisser sur ce qu'il dit, c'est que c'est une raison fondamentale parce qu'on a entendu la secrétaire de l'Union européenne, Madame van der Leyen, dire au micro qu'elle a donné des instructions à la CEDEAO. Donc ça, c'est des questions justement qu'il faut régler. Soit on est des hommes, soit on n'est pas des hommes. Donc à un moment donné, il faut normaliser les relations à la fois entre les pays et envers le monde. Merci messieurs, c'est la fin de cette édition de Vox Live. Le retour des pays de l'AES est-il possible comme souhaité une nouvelle fois par la CEDEAO? J'avais le plaisir de recevoir autour de la table Émeric Torroignan, journaliste, Yannick Achille-Faunier, ingénieur financier. On rappelle que vous êtes également auteur de Fondements du capitalisme africain et réforme monétaire. Et enfin, Alpha Bari, merci d'avoir été avec nous. Merci, ça a été un plaisir, même si c'est un peu chaud. Je rappelle que vous êtes analyste politique et auteur du livre Les racines du mal guinéen. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Ça a été un plaisir. À très vite sur Vox Live. Merci. Waouh, c'est magnifique ce que tu fais. Moi, non, c'est rien du tout, hein, tout le monde peut le faire. Hein. Vous avez remarqué, c'est le syndrome de l'imposteur. Hello à tous, bienvenue dans Aïssatou, vous dit presque tout sur tout. Le syndrome de l'imposteur est considéré comme un trouble psychologique qui touche de nombreuses personnes à différents niveaux de leur vie. Il se caractérise par un sentiment constant de ne pas être à la hauteur malgré des réalisations importantes et reconnues. Les personnes atteintes de ce syndrome ont souvent l'impression de ne pas mériter leur succès et de ne pas être à la hauteur de leurs responsabilités. Ce syndrome peut se manifester de différentes manières, comme la peur constante d'être démasqué, la culpabilité constante liée au succès et l'incapacité de reconnaître les accomplissements personnels. Les personnes atteintes de ce syndrome peuvent également avoir tendance à minimiser leur succès, à ne pas se féliciter pour leur réalisation et à attribuer leur succès à la chance plutôt qu'à leurs propres compétences. Le syndrome de l'imposteur peut avoir des répercussions importantes sur la vie personnelle et professionnelle de quelqu'un. Il peut entraîner de la dépression, de l'anxiété, de la culpabilité et peut même dissuader les personnes atteintes de poursuivre de nouvelles opportunités. Heureusement, il existe des moyens de traiter le syndrome de l'imposteur, tels que la thérapie cognitivo-comportementale, la thérapie de groupe ou encore la méditation. Il est également important de travailler sur sa propre estime de soi, d'apprendre à reconnaître ses accomplissements et de les célébrer. Enfin, il est important de comprendre que le syndrome de l'imposteur est un trouble très courant et que de nombreuses personnes talentueuses et de personnes célèbres sont mondialement touchées par ce syndrome. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en reconnaissant et en travaillant sur le syndrome de l'imposteur, nous pouvons améliorer notre bien-être et notre réussite personnelle et bien sûr professionnelle. Voilà mesdames et messieurs, c'est terminé pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro. Bye bye. Vox Africa, la voix d'une Afrique fière.